Bonjour et bienvenue à Histoire de livres. J'ai toujours des invités qui m'apportent des éléments fascinants dans chacune des entrevues que je partage avec vous. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Suzanne Aubry. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Marie. Suzanne est à l'origine, bien sûr, d'une collection que beaucoup de gens ont adoptée, dont le personnage Fanette est au cœur d'une série de péripéties que nous suivons maintenant depuis 5 tomes. Alors, comment l'auteur en vous s'est dégagé? D'où êtes-vous partie pour devenir l'auteur qu'on connaît maintenant, Suzanne? Bien, je suis partie du théâtre. Moi, le théâtre, ça a été mes premières amours. Et bon, j'ai écrit une demi-douzaine de pièces de théâtre, mais je n'arrivais pas à gagner ma vie avec ma plume théâtrale, bien que j'adorais ça. Et bon, j'ai fait une première expérience à la télé et j'ai commencé une belle carrière comme scénariste à la télévision. Et après plusieurs séries, comme, je sais pas, Mon meilleur ennemi, c'était la dernière qui est passée à Radio-Canada, j'avais envie d'être plus seule. J'avais envie d'écrire en solo. J'avais envie d'expérimenter un long fleuve tranquille, de ne pas avoir nécessairement une grosse équipe de producteurs, réalisateurs, acteurs. J'adore ça, la télé, mais j'avais vraiment besoin de faire l'expérience, le grand plongeon dans l'écriture en solitaire. Mm-hmm. Et j'ai écrit un premier roman, Le Fort intérieur, qui était un peu l'histoire de mon enfance. Et j'ai tellement aimé cette expérience-là. Ça a été tellement extraordinaire, la découverte d'une grande, grande liberté. Parce que la télévision, j'adore ça encore une fois, mais il y a beaucoup de contraintes. Il y a des budgets, c'est très serré, il faut respecter, bon, X nombre de décors, X nombre de personnages. Mais là, dans le roman, j'avais une liberté entière. J'avais pas de contraintes de nombre de personnages. J'ai fait des scènes à grand déploiement sans qu'on me dise « Ah, c'est trop cher, on va couper la scène ». Alors, cette liberté-là, j'étais presque droguée par ça et je me suis dit « Je peux plus arrêter ». Et mes deux parents sont des écrivains, étaient écrivains. Je suis née dans les livres. Mon père était bibliothécaire, apportait chaque semaine une grosse pile de livres à la maison. On a baigné dans les livres. On avait ils traînaient partout dans la maison. J'ai lu dès que j'ai su lire. J'ai écrit dès que j'ai su écrire. Et j'avais mon petit journal personnel à l'âge de 7 ans. Je suis dedans. C'est ma vie, l'écriture. La première fois, Suzanne, vous avez tenu un livre de vous dans vos mains. Quelle est l'impression que ça vous a donné, vous qui aviez lu, relu... Et adoré les livres des autres. Dévoré les livres des autres. Quelle est la sensation qui vous est restée? J'ai pleuré. Bien, puis je suis une braillarde. Les gens qui me connaissent le savent. Là, j'ai la larme facile. Mais j'ai vraiment pleuré. J'ai pris le livre dans mes mains, j'ai respiré l'encre, le papier. Et j'ai éclaté en sanglots. Et mon compagnon est habitué, là, ici. Bon, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? J'ai dit, regarde, c'est mon livre. C'est un moment privilégié. C'est magique. Puis oui. Dieu sait qu'il y a beaucoup de livres qui sont publiés, mais c'est toujours... On a l'impression, pendant un petit moment, que c'est le seul livre au monde. Parce qu'il nous identifie, parce qu'il identifie notre forme de créativité qui, elle, est unique. C'est parce que c'est... Je vais en prendre un, je ne peux pas m'en empêcher. Oui. Alors, la beauté de ça, c'est que ça reste. Oui. Une émission de télé, c'est sûr, on la regarde, on est ému et tout ça, mais ça va disparaître rapidement. Même si ça reste, c'est volatile. Tandis qu'un livre, c'est là, c'est du papier. Il y a quelque chose d'intemporel, de durable. De durable. Et le temps. Mm-hmm. Ce que j'ai redécouvert, c'est le temps. Parce que la littérature, c'est lent. D'abord, les lecteurs vont le découvrir au fur et à mesure. Il va y avoir un bouche à oreille qui va se faire. Et éventuellement, ils s'en parlent, puis là, il y a quelqu'un qui dit « As-tu lu tel livre? » Et puis là, il y a des discussions de famille, puis là, la belle-sœur l'envoie à sa... En tout cas, ça circule. Oui. Et le bouche-à-oreille va finalement faire exister le livre. Mais le livre, comme tel, est un objet qui a une certaine permanence. Et puis, moi, ça me réjouissait chaque jour parce que je me disais, j'étais habituée à l'impermanence, j'étais habituée à la rapidité. Et là, je redécouvre la beauté de la lenteur. Et par les temps qui courent, ça fait du bien. C'est une excellente chose à découvrir. Oui. D'ailleurs, lorsqu'on prend le temps de plonger dans l'univers de Fanette, c'est un peu ce qui nous permet de déguster vraiment chacune des pages. C'est que vous nous avez amené là dans une continuité pour lequel il y aura 6 ouvrages consécutifs dans le même décor, dans le même contexte, en évolution constante. Et vous nous amenez justement à nous approprier du temps
pour être capable de vraiment partager cet univers que vous avez créé. Oui, et aussi un moment d'histoire important qu'on connaît malheureusement pas beaucoup, c'est-à-dire l'exil, la grande famine de la pomme de terre au 19e siècle, qui a commencé en 1845 en Irlande. Et il y a des milliers d'Irlandais qui ont dû quitter leur pays. Et ils se sont retrouvés un peu partout en Amérique du Nord, aux États-Unis, un peu partout, mais beaucoup à Québec et à Montréal. Et mon histoire, le point de départ de Fanette, c'est ce personnage, mon héroïne, qui s'appelle Fanette. À l'époque, elle a un nom irlandais qui est Funela. Je l'ai mal prononcé, probablement. Ma traductrice de gaélique va me taper sur les doigts. Et ce personnage, elle a 7 ans au moment où l'histoire commence, doit quitter avec sa famille l'Irlande et se retrouve à Québec, devient orpheline. Et l'histoire commence là parce qu'elle va éventuellement être adoptée par une dame patronnesse de Québec, un personnage immense de la série, Emma Portelance, qui porte bien son nom. Une féministe avant l'heure, et qui va la rencontrer sur sa route. Et tout le destin de Fanette va changer. Et avec Fanette, on a sa famille, on a sa sœur Amanda, qui va connaître un destin beaucoup plus tragique. On va voir l'évolution de Fanette dans la grande société de Québec, son éducation chez les Ursulines. Enfin, on assiste à toute la quête pour retrouver, pour que les deux sœurs se retrouvent parce qu'elles se sont perdues de vue, la famille dispersée, les frères qui se retrouvent au Nouveau-Brunswick. C'est une immense saga qui... On va à New York, on va... C'est un univers que vous avez créé. Oui. Mais je suis curieuse de savoir quelle a été l'étincelle. Qu'est-ce qui vous a amené à développer un sujet aussi riche c'est drôle parce que c'est parti de libre expression. J'avais entendu dire par mon éditrice qu'on cherchait une saga historique. Et moi, j'avais jamais pensé faire une saga historique de ma vie. J'étais toujours dans le contemporain. J'ai toujours été écrit ici et maintenant. Et je me suis dit, pourquoi pas? Ça me tente de revisiter le passé. J'ai fait mon cégep en histoire. C'était un peu... Bon, c'était pas passionnant pour moi à cette époque-là. Mais ce n'était pas inutile. Non, finalement, tout ça... C'est ce qu'on verra au fil de votre carrière. Exactement. Je me rends compte que finalement, c'est pas pour rien que j'ai fait cégep en histoire. Et juste l'idée de faire une saga, je me suis dit, bon, ben là, il faut trouver le sujet. Et là, j'ai pensé, bon, Nouvelle-France, il y a eu beaucoup de romans qui ont été publiés à cette époque-là. J'essayais de trouver une époque qui vraiment me fascinerait. Et le 19e siècle, j'adore ce siècle. J'ai lu... des grandes sagas historiques, Zola, Balzac, j'en ai lu beaucoup. Et puis, c'est une époque qui me fascine parce que c'était le début de l'industrialisation, le travail des enfants. On entre dans la modernité. Exactement, des grandes découvertes scientifiques et en même temps beaucoup de misère. Oui. Les femmes qui ont perdu tous leurs droits. Le Code Napoléon nous a tout enlevé. Je veux dire, c'était épouvantable. On avait le droit de vote, puis on l'a perdu à cette époque-là. C'est incroyable. J'ai découvert ça pendant mes recherches. Alors, partant de là, je me suis dit, quel événement au 19e siècle pourrait m'intéresser? Et là, je suis d'ascendance irlandaise lointaine. J'ai un ancêtre qui s'appelait Tech O'Brennan, qui est venu au Québec. C'était en Nouvelle-France, donc à une lointaine époque. Et je me suis dit, l'Irlande, il doit y avoir un lien. Je connaissais un peu sur la famille de la pomme d'Adam, mais très peu. Et j'ai commencé à faire mes recherches. Et là, le sujet... Cette journée-là, quand j'ai découvert le sujet, je me suis dit, ça y est, j'ai un bon sujet entre les mains. Là, j'ai commencé à faire de la recherche. J'ai développé ce qu'on appelle un synopsis dans le jargon du métier, parce que je continue à être scénariste, je ne peux pas m'en empêcher. Et j'ai présenté ça à Libre Expression, et ils ont accepté. Et c'était le début d'une histoire. De la belle aventure. Et ça vous permettait justement de concilier votre désir de travailler en toute intimité dans la création et en même temps d'ouvrir votre horizon à un sujet qui vous amène à voyager sur papier. Voyager dans le temps, voyager dans les émotions aussi. Et puis je découvre avec une certaine stupéfaction, bien que des gens autour de moi me disent « Tu savais pas que tu avais de l'imagination? » Mais c'est une découverte, en fait, parce que je pensais que j'avais une imagination plutôt, bon, un peu limitée. Je me trouvais pas particulièrement imaginative, mais ça m'a ouvert une porte. C'est comme si j'avais ouvert une boîte. J'avais un chapeau, puis je sortais toutes sortes de lapins, puis de mouchoirs, de toutes sortes de couleurs, puis ça n'arrête pas. Je regarde dans le fond du chapeau, puis il y en a encore qui sortent. Alors. Le seul fait que vous puissiez, à l'écrit, développer un univers sans avoir de cadre formel, sans avoir de restrictions, vous a peut-être permis de découvrir jusqu'à quel point votre imaginaire était riche. C'est probablement ça. C'est que là, sans contrainte, bien sûr, il y a une certaine angoisse liée à cette liberté-là, parce qu'on dit qu'est-ce qu'il faut trouver quelque chose à écrire aussi. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix, exactement. Mais je me suis servi, en fait, de tout ce que j'avais appris. Le théâtre, la télévision,
les dialogues, évidemment, j'en ai fait beaucoup. Tous les outils étaient là. Sont mis au service Exactement, de cette saga de la création. Et puis, et en même temps, ça m'a permis d'explorer, peut-être avec les outils de recherche. Je savais faire de la recherche, j'en avais fait avant beaucoup pour mes séries télé. Et donc, je suis allée aussi avec mes affinités profondes. J'ai osé parler de choses dont j'avais pas osé parler ou dont je ne pouvais pas parler dans d'autres médias. Et c'est pour moi un grand bonheur de pouvoir explorer aussi mes émotions du 21e siècle à travers le paravent de l'histoire. Parce qu'il ne faut pas penser que parce que ça se passe au 19e ou dans le passé, que ce n'est pas une illustration d'une certaine manière de la vie contemporaine. Parce que c'est pas poussiéreux le passé. Non. Quand on le voit... C'est l'actualité du moment. Exactement. C'est nous qui sommes loin, mais en fait, c'est eux, ces gens-là vivaient ici et maintenant comme nous, on vit ici et maintenant. Et ça prend un travail de dépoussiérage puis un travail d'humilité aussi pour être capable de se dire, mets-toi dans la peau de ces gens-là. Sois eux, deviens eux. Et à un moment donné, c'est ça, beaucoup de lecteurs me disent, c'est comme si on était plongé dans cette réalité-là, comme si on était ces personnages-là. Mais ça, c'est voulu, c'est mon travail. Bien sûr. C'est l'art de l'auteur qui nous amène vraiment dans son univers. Exactement. Avec une identification très forte. Vous nous présentez maintenant le 5e tome qui s'intitule « Les ombres du passé ». Et vous aurez très bientôt à mettre un point final à cette grande saga. Comment approchez-vous cette dernière étape? Bien, c'est drôle, ma fille aussi va éventuellement partir en appartement, puis je fais un rapport qui est avec ça. Le départ. Le départ. C'est comme une sorte de deuil, mais c'est un changement parce que je me connais, je sais que je pourrais pas, le deuil ne durera pas longtemps. De toute façon, j'ai d'autres projets, j'ai plein d'idées et donc je vais avoir la sagesse, j'espère que je vais avoir la sagesse d'attendre un petit peu après la fin de Fanette pour pouvoir me laisser le temps de juste se laisser l'autre sujet s'apprivoiser pour l'approcher délicatement, pas de façon brusque. Peut-être faire un voyage. Mais c'est drôle, ce rapport-là avec ma fille est très profond. C'est-à-dire que je me dis, bien, ta fille va revenir te voir même quand tu avais ton appartement. Et donc, c'est la même chose. Les romans vont rester, là, ils ne vont pas m'abandonner parce que je vais les avoir terminés. D'ailleurs, je vais dire ces 3 petits points parce que dans le 6e, il est tellement prolifique. Je suis en état de grâce en ce moment. Et il y a des intrigues qui ne sont pas encore réglées. Puis je suis rendue quand même, je suis très avancée. Mais connaissant la façon dont vous maniez vos outils de créativité, je suis persuadée que vous allez permettre à tous vos personnages d'entrer au port. Il va falloir. De nous laisser avec des coups de cœur qui seront uniques pour la fin de cette grande saga de la collection Fanette. Je dois déjà, malheureusement, puisque le temps nous est compté, mettre fin à ce bel entretien en espérant évidemment que les lecteurs et lectrices seront au rendez-vous jusqu'à la fin et vous donneront peut-être l'impulsion de continuer ou de reprendre une nouvelle saga. Je vous quitte en vous laissant une petite pensée que j'ai choisie pour vous. Elle est de Guillaume Musso. Les plus belles histoires d'amour sont celles, peut-être, qu'on n'a pas eu le temps de vivre. Merci beaucoup, Suzanne Aubry, et bonne suite d'écriture. C'est comme si vous aviez lu dans mon cœur, là. Bien. Au revoir et à bientôt. De retour à Histoire de livres, et cette fois, j'ai à mes côtés Richard Goujon. Bonjour, Richard. Bonjour, Marie. Richard est un auteur étonnant qui nous amène dans le domaine du roman historique, avec 3 publications, dont une plus récente dont nous allons parler plus tard, qui s'intitule « Les femmes de Maisonneuve », publiée aux éditions Les Éditeurs Réunis. Alors, Richard, je suis très curieuse et en même temps très heureuse de vous avoir aujourd'hui dans mon salon pour quelques moments de conversation. Votre parcours, au départ, était celui d'un enseignant. Comment s'est fait le passage entre l'enseignant, l'auteur? Quelles circonstances vous ont amené donc à devenir écrivain? En fait, il n'y a pas eu de vrai passage parce que j'écris depuis très longtemps. Et j'ai touché un peu à différents arts, la peinture, le dessin, la musique. J'ai joué quand même du violon pendant une quinzaine d'années. Mais à travers ça, j'écrivais toujours un peu. Et à un moment donné, je trouvais que, bon, le violon, c'était quand même assez exigeant.
Je me suis dit non. Je voyais mes enfants qui avaient de la facilité. Je me disais, bon, j'ai réussi à jouer un certain nombre de mouvements de concerto. J'étais content de moi, mais je ne voyais pas le jour de faire une carrière là-dedans, ou en tout cas d'aller très loin. Et en parallèle, j'avais toujours l'écriture qui était comme mon petit jardin secret, qui me permettait de me retrouver, d'écrire, de dire des choses auxquelles je pensais profondément. Et qui me permettait aussi de me démarquer parce que j'écoutais un peu la télé et souvent j'étais déçu. Il y avait de très bonnes émissions, de très bonnes séries, évidemment, comme Le Temps d'une paix, par exemple, qui m'a beaucoup fasciné. Mais souvent, je restais un peu sur mon appétit, surtout dans les années plus récentes. Je me disais, mon Dieu, c'est presque vide ce qu'on nous présente, bien souvent, pas toujours. Et je me suis dit, moi, je vais créer ce que j'ai le goût de créer, je vais écrire ce que j'ai le goût d'écrire, et je vais donner vie à des personnages. Et ça a été donc de me jeter, si on peut dire, corps et âme dans l'écriture. Et donc, pendant que j'étais encore enseignant, j'écrivais. J'ai écrit au moins 2 romans qui ne seront jamais publiés, je l'espère en tout cas, parce que j'étais en train à ce moment-là de parfaire mon écriture, de m'alimenter, parce que je lisais beaucoup aussi, et je ne me sentais pas prêt à la publication, alors que vers la fin de ma carrière d'enseignant, en 2005, j'ai publié un premier livre, en 2006, un deuxième, et puis, une fois à la retraite, là, ça a été le moment où je me suis dit, je suis enfin libre d'écrire autant que je veux. Et évidemment que, bon, la première année de ma retraite, j'ai fait plein de choses, un peu de rénovation dans la maison, un voyage aussi en France. Bon, mais après ça, je me suis dit, je dois compléter ma trilogie parce que j'avais une trilogie qui bouillonnait dans ma tête et je voulais la finir. Mais c'est celle qui n'a jamais été publiée? En fait, oui et non, parce qu'il y a un premier tome qui a été publié. Okay. Et la maison d'édition qui avait publié ce premier tome-là a malheureusement fermé ses portes. Donc, je me suis trouvé à la recherche d'un autre éditeur pour publier la suite. Et j'ai envoyé, en tout cas, mes manuscrits de trilogie à cet éditeur qui s'appelle Les Éditeurs Réunis. Et on peut dire que, bon, ils ont aimé les qualités littéraires de mon texte et ils se sont dit à la recherche d'un auteur qui avait du souffle, qui avait une certaine envergure. Bon, je dis ça en toute humilité parce que c'est un peu ce qu'on m'a dit. Et bon, on m'a proposé donc d'écrire sur un sujet sans me dévoiler a priori. On m'a dit, on va se rencontrer et puis, bon, si vous êtes prêt à écrire un roman en 2 tomes d'un certain nombre de pages, disons de 100 à 150 000 mots par bouquin, par tome, bien là, on est intéressé à vous rencontrer. On savait à ce moment-là que j'étais disponible, que j'étais retraité, donc j'avais le temps. Mais vous avez quand même dû faire un deuil entre votre propre projet et le sujet qu'on vous amenait. Oui, effectivement. Surtout que ma trilogie étant terminée à ce moment-là, j'avais commencé à écrire autre chose qui était historique aussi. Et bon, je me suis dit, bon, est-ce que je vais accepter cette proposition-là? Alors, avec l'encouragement de mon épouse qui me disait bon, écoute, d'habitude, c'est toi qui cherches un éditeur, alors que là, c'est le contraire. L'éditeur cherche un auteur. L'éditeur cherche un auteur. Alors, écoutez, j'ai rencontré l'éditeur et j'ai été fasciné par le sujet. On me disait, bon, il s'agit d'écrire sur Laura Secord. Ouais. Et là, je me suis dit, attendez un petit peu, je vais réfléchir. Alors là, j'ai pris un petit peu de temps de recul. Même si c'était fascinant, il fallait que je me documente un petit peu sur le personnage, voir si je me sentais à l'aise avec ça. Et évidemment, qu'il s'agit de préciser que l'histoire de Laura Secord, ce n'est pas l'histoire d'une chocolaterie, comme bien des gens en pensent. C'est l'histoire d'une héroïne canadienne qui s'est illustrée pendant la guerre 1812, qu'on souligne cette année, c'est le bicentenaire. On a peu d'ouvrages, d'ailleurs, sur les personnages historiques féminins. Oui, c'est ça. Alors donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et donc, je me suis documenté. J'ai raflé à peu près tout ce que j'ai pu trouver sur Laura Secord et le patrimoine militaire canadien, parce que ça se situe
dans le deuxième tome, dans ce contexte-là. Dans le premier tome, c'était avant la guerre 1812, donc c'était l'histoire de Laura et de sa famille qui va commencer aux États-Unis, parce que Laura est une Américaine née au Massachusetts en 1775. Donc, il fallait que je me documente sur ça, sur la Révolution américaine, sur les suites de la Révolution américaine. Alors, tout ça a fait que j'ai bâti mon histoire en respectant les faits qui étaient avérés et connaissant les frères et les sœurs, les enfants de Laura. Bien, j'ai construit cette histoire qui a connu jusqu'à maintenant une belle popularité. OK. Mais ce qui vous a amené ensuite à ouvrir sur un autre champ de l'histoire de la Nouvelle-France, cette fois-ci. Oui. On vous a proposé de faire une collection autour de Jeanne Mance. Oui. Ou autour des femmes de Maisonneuve. Oui, exactement, parce que le titre de la petite série, la petite collection, c'est Les femmes de Maisonneuve. Alors, on me demande souvent, dans les séances de signature, dans les salons du livre et tout ça, il y avait combien de femmes Maisonneuve? Ce n'étaient pas ses épouses, on s'entend. C'est ça, je leur dis. C'était dans l'entourage. Dans l'entourage immédiat de Maisonneuve, il y avait des personnes influentes, extrêmement importantes, comme Jeanne Mance et Marguerite Bourgeois, qui va faire l'objet du deuxième volume, parce que c'est pas des vrais tomes, là. Parce qu'il y a une biographie romancée sur Jeanne Mance dans le premier volume, il y en aura une deuxième sur Marguerite Bourgeois dans le deuxième. Donc, Marguerite Bourgeois et Jeanne Mance sont des personnages qui ont été dans l'entourage immédiat et qui ont eu une importance déterminante pour Ville-Marie en particulier, parce que, évidemment, que Jeanne Mance est associée très directement à la Fondation de Ville-Marie, et c'est reconnu cette année, depuis le 17 mai dernier, il y a eu une proclamation officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal disant que, bon, maintenant, Jeanne Mance était reconnue comme cofondatrice de Montréal au même titre que M. de Maisonneuve. Et quand on fouille un petit peu dans l'histoire, on se rend compte que M. de Maisonneuve, finalement, était souvent à l'écoute de Jeanne Mance. Il avait besoin des conseils de Jeanne Mance, qui était en fait la mère des colons, je dirais, au début, parce que quand il y avait une quarantaine ou une cinquantaine de colons à Ville-Marie, il n'y avait presque pas de femmes, et c'était Jeanne Mance qui leur servait un peu de mère à ces gens-là. Et ça a été la soignante, évidemment, parce que Jeanne est venue ici parce qu'elle était soignante, la première soignante de Ville-Marie. Et plus tard, donc, est arrivée Marguerite Bourgeois en 1653, donc 11 ans plus tard. Et cette histoire de Jeanne Mance, elle est fascinante, elle est vraiment passionnante. Et j'ai pris soin de la débuter en France, parce que je trouvais ça intéressant de situer Jeanne Mance dans son contexte, avant qu'elle s'en vienne, et pour expliquer pourquoi elle s'est envenue ici, ce qui l'a intéressée pour qu'elle devienne, à un moment donné, cette femme qui va traverser la mer et qui va arriver ici en 1641, donc l'année avant qu'elle arrive à Montréal, parce qu'elle a passé l'hiver 1641-1642 à Québec avec Maisonneuve et Madame de Pelletrie et Marie de l'Incarnation, qui sont aussi des personnages que je mets en scène dans mon histoire. Mais c'est excellent, parce qu'en même temps, vous êtes parti d'un point de vue où l'histoire du Québec, en tant qu'enseignant, vous-même avez sans doute noté que l'histoire du Québec s'éloigne de plus en plus de l'apprentissage pédagogique, que les jeunes apprennent peu l'histoire, et à travers vos romans, vous êtes en train de réhabiliter des notions fondamentales d'histoire du Québec à travers des personnages féminins, ce qui est aussi quelque chose d'impressionnant. Bien, je pense que oui, mais quand on me dit pourquoi vos personnages principaux ne sont pas des personnages masculins, bien là, je leur dis qu'un auteur doit être capable d'écrire, de se mettre dans la peau d'une femme aussi bien que d'un homme ou d'un enfant. Mais il y a eu beaucoup d'ouvrages avec des personnages centraux masculins. Oui. Parce qu'à l'époque, les femmes étaient moins mises de l'avant. Leur action était plutôt en retraite. Derrière les grands hommes, il y avait toujours une, deux ou trois femmes, comme ce fut le cas de Maisonneuve. Mais là, vous les remettez en avant-scène.
Bien, j'irais même jusqu'à dire que ça permet, dans la foulée de ce qui s'est produit le 17 mai dernier, quand on a proclamé Jeanne Mance cofondatrice de Montréal, ça permet de corriger une espèce d'erreur historique aussi avec les livres qui, eux, vont atteindre un certain public, un certain lectorat. Parce qu'effectivement, comme vous le soulignez plus tôt, les plus jeunes vont connaître le nom Jeanne Mance parce qu'il y a une rue Jeanne Mance, parce qu'il y a une école Jeanne Mance, parce que, bon, etc. Mais les gens ne connaissent pas l'histoire. Puis souvent, même les adultes, bon, eux ont étudié, ont connu ce nom-là, savent un petit peu, mais on me demande quand même souvent, est-ce qu'elle était religieuse? Est-ce qu'elle était mariée? D'où venait-elle? On a oublié de leur vie. Oui. L'essence même, et vous les remettez, remettez en scène. Je les remets en scène et je trouve ça tellement important et de faire redécouvrir aussi par le fait même Monsieur de Maisonneuve et les femmes qui ont aussi été importantes dans l'entourage de Jeanne Mance, parce que ce que les gens ne savent pas et ce que j'ai découvert aussi, c'est que Madame de la Pelletrie est venue même à Montréal. Elle a vécu quelque chose comme 1 an et demi au début de la fondation de Ville-Marie. Et après ça, elle s'est retournée à Québec avec les Ursulines. Mais cette histoire, en tout cas, de Jeanne Mance, elle est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de personnages importants qui gravitent aussi dans cet entourage-là. Je pense à Lambert Cloche, je pense à Dolores Desormeaux, qu'elle a connu, et à d'autres personnages importants également. Monseigneur de Laval, pour ne nommer que celui-là, qui a été en particulier assez dur et assez exigeant face à Jeanne Mance, parce que, bon, il faudrait raconter un petit peu le... Mais votre travail de romancier nous permet de replacer dans le réseau de l'époque tous ces gens d'influence que l'histoire a plus ou moins bien servi. On se souvient de leur nom, mais se souvient-on de ce qu'ils ont fait? Hein? Alors, exactement. Alors, la beauté de romans historiques comme ceux que vous nous proposez, c'est peut-être de replacer dans leur contexte original ce que ces personnes ont fait et ce qu'ils ont légué à l'histoire. Quand vous parlez de contexte original, ça me fait plaisir de dire que il y a plusieurs chapitres au début qui se situent en France et je fais vivre Jeanne Mance dans son milieu naturel, si je peux dire, dans la ville de Langres, que les gens ne connaissent pas, mais c'est une ville formidable qui est en Champagne. Mais je vais devoir inviter les gens à découvrir vos livres. Donc, autant le roman de Laura Secord, tome 1, tome 2, que Les femmes de Maisonneuve, premier volume qui est paru maintenant sur Jeanne Mance. Merci beaucoup, Richard Goujon. Je dois malheureusement mettre un terme à cet entretien, mais j'espère que les gens auront le plaisir à vous découvrir. Je vous quitte avec une petite pensée que j'ai choisie pour vous, qui est de Lamartine. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça me fait énormément plaisir. Merci. Merci. À chacun, bonne lecture.